Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de composés de fonctions. Alors, avant toute chose, je vous invite à regarder la partie 3.1 du poly, que je ne vais pas refaire ici parce que ce serait un peu long et assez peu utile vu que ce ne sont que des rappels élémentaires de dérivation. Donc, vous avez vu des formules de dérivation en terminale, du type la dérivée de u de x au carré, c'est 2u' de x fois u de x, ou la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Toutes ces formules concernent un type de fonction, c'est-à-dire bien particulier, c'est la fonction, on commence par calculer u de x, puis on applique dessus une deuxième fonction. Et quand on fait ceci, cela revient à faire ce qu'on appelle une composée de fonctions. Donc, on peut en donner une définition formelle. C'est une notion très importante que l'on manipulera tout au long de l'année. Donc, si je prends A et B, deux parties de R, pour l'instant, on travaille avec des fonctions réelles, mais on travaillera très vite avec d'autres types de fonctions. Si je prends f, une fonction réelle définie sur A, g, une fonction réelle définie sur B, on va vouloir d'abord appliquer f puis g. Alors on ne peut pas tout le temps faire ceci. Donc on va demander à ce que g soit défini en toute image par la fonction f. Donc on demande à ce que pour tout x dans A, f de x appartienne à B. Alors on définit la composée de f par g, ce que l'on note avec un petit rond. Donc on voit g rond f, on essaie de prononcer composée de f par g, la fonction définie sur A, à valeur dans R, et qui a x associe g de f de x. Ceci est la composée de f par g. On représente très souvent ça avec des schémas de composition. Donc si on met A ici, B ici et R ici, on représente très souvent les fonctions par des flèches. Ici je mets F, ici je mets G, et on indique, quand on met bout à bout des flèches, ça veut dire que l'on compose. Donc ici on met la composée de F par G. Qu'est-ce que cela veut dire, ce type de schéma? Si je place ici un objet X, là j'obtiens f de x, et là, par l'une ou par l'autre des flèches, j'ai g de f de x, qui est l'image de x par la fonction g rond f. Donc on verra que ce type de schéma est très utile pour se représenter les différentes situations auxquelles nous serons confrontés. Donc par exemple, comment reformuler les formules de dérivation vues en terminale et que nous redémontrons? Eh bien, on peut dire que si une fonction u qui va de R dans R est dérivable, alors on peut composer par l'exponentielle, la fonction exponentielle, donc on obtient cette fonction-là, u composée par l'exponentielle, cette fonction est aussi dérivable, et on a une formule de dérivation. Donc, et la dérivée de cette fonction, c'est u' fois cette composée. Ce que avant, vous pouviez écrire d sur dx de exponentielle de u de x égale u' de x exponentielle u de x. Alors, l'avantage de cette formule, c'est qu'en soi, on manipule des fonctions et ce sera très avantageux dans beaucoup de situations. On peut remarquer aussi que l'on vient de créer une opération sur des fonctions. Et ça, ce ne sera pas anodin, ce sera très intéressant de manipuler des fonctions comme des objets et d'avoir des opérations dessus. C'est un point de vue que l'on développera au fur et à mesure de l'année. Alors, il y a plein de choses à raconter sur les composés de fonctions, c'est vraiment une opération fondamentale.
Dans cette vidéo, on s'attachera surtout à travailler sur le domaine de définition d'une composée, quand celui-ci n'est pas explicité. C'est quelque chose que vous pourriez déjà savoir faire, mais on va donner une méthodologie qu'il sera bon de suivre. Donc, un petit peu de méthodologie que l'on retravaillera en classe. Donc, si j'ai f et g deux fonctions, ou plutôt souvent deux expressions, c'est-à-dire qu'on vous donne des sortes de formules, mais on ne vous donne pas les ensembles de définitions. Ce sera la plupart du temps à vous de déterminer le domaine de définition. Les domaines de définition. Donc, pour déterminer le domaine de définition de la composée de G par F, on fait toujours trois actions. D'abord, on se pose la question, donc on veut savoir pour quel x est-ce que G de F de x est défini. On se pose d'abord la question, quand est-ce que F de x est défini? Donc on détermine le domaine de définition de F, que je noterai ici D. Donc on a répondu à la question pour quels x est-ce que F de x est défini. On peut aussi répondre, on se pose ensuite la question pour quels y est-ce que G de y est défini. Donc on détermine ensuite le domaine de définition de G, qui sera noté, on notera D'. Et ensuite, on se pose la question, pour quels x est-ce que G est défini en f de x? Donc on détermine enfin les x dans le domaine de définition de f, donc des rondes, telles que f de x appartient d'un domaine de définition de G. Et ceci donne le domaine de définition de la composée. C'est souvent très simple, mais il faut le faire systématiquement parce qu'on voit assez régulièrement des erreurs là-dessus. Donc, on va faire un exemple. Déterminer le domaine de définition de cette fonction. X donne la racine carrée de x moins 2 moins 2 sur x moins 3. Donc, je vous laisse, je vous conseille de chercher ça de votre côté un petit peu, pas forcément trop longtemps, et ensuite de reprendre la vidéo et de suivre la correction. Donc la première étape, c'est de voir ceci comme une composée. Donc avec, hop, cette fonction, je peux l'appeler f. Je peux regarder la fonction g qui a x donne x moins 2 sur x moins 3. Et f, c'est la composée de la fonction racine carrée, c'est la composée de la fonction g par la fonction racine carrée. Donc on va répondre à ces trois questions. Alors, les deux premières sont très simples, la troisième est juste simple, on va dire. Donc premièrement, on y va méthodiquement. On se pose la question, d'abord, quand est-ce que ceci est défini? Eh bien, G est défini pour tout x tel que x-3 n'est pas nul. On pourrait encore écrire ceci comme une composée, mais là, ça deviendrait quelque peu lourd. Donc normalement, vous devriez tous être d'accord sur le fait que G est défini sur
l'ensemble des réels sauf 3, donc ce qu'on note R privé du singleton 3. Ensuite, pour la fonction racine carrée, la fonction racine carrée est définie sur R plus sur l'ensemble des réels positifs. Donc on se pose la question de pour quels x est-ce que g de x est positif? Et comme dans la plupart de ce type d'exercice, on sera amené à résoudre une inéquation. Donc ce sont des choses très simples que vous avez étudiées énormément au lycée. Ce sont des questions classiques. Ici, on cherche juste à résoudre l'inéquation x-2 moins 2 sur x-3 positif. Et c'est quelque chose d'élémentaire. Donc, on va le détailler. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de mettre en pause et d'essayer de faire ça rapidement. Ça ne va pas prendre plus que quelques minutes. Si vous avez un doute, eh bien vous pouvez suivre la correction. Donc, je vous rappelle la forme de g. G, c'est la fonction qui a x donne x moins 2 sur x moins 3. Et il y a une méthode pour résoudre, pour déterminer le signe de cette chose-là, c'est de factoriser. C'est la chose à laquelle vous devez penser. C'est factoriser au maximum votre expression. Et ensuite, si les facteurs ne sont pas de signes évidents, on peut étudier éventuellement chacun des facteurs. Mais vraiment, l'idée fondamentale, c'est de factoriser. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple. Comment est-ce qu'on factorise? En remettant tout sur le même dénominateur. Donc je prends x différent de 3 et j'écris g de x. Donc je remets tout sur le même dénominateur, donc x moins 3. Donc ça fait x moins 2 facteur de x moins 3 moins 2. Donc on développe. J'ai du x carré, donc pardon, le dénominateur est toujours x moins 3. X carré quand je développe, ensuite j'ai du moins 3x moins 2x, ça fait moins 5x. Et ensuite j'ai du plus 6 moins 2, ça fait plus 4, immédiatement. Ceci n'est pas factorisé, attention. On a un trinôme du second degré. Alors les trinômes du second degré, on les factorise toujours de la même manière, c'est-à-dire en cherchant des racines évidentes et quasiment jamais en écrivant un discriminant. C'est horriblement long. Là, on peut voir que l'on a que ce trinôme s'annule en 1, donc on sait que l'on peut le factoriser par x moins 1. Si je développe pour avoir du x carré ici, j'ai forcément du x, et pour avoir du plus 4, j'ai forcément du moins 4. Alors, le 4 n'est peut-être pas autant racine évidente, et on vérifie sur le terme ici, j'ai du moins x, moins 4x, moins x ici, moins 4x là, qui fait bien du moins 5x. Donc là, on a quelque chose d'immédiat. On connaît les tableaux de signes de x donne x-1, x donne x-4 et x donne x-3. Donc on a immédiatement le tableau de signes de G. Je vous conseille toujours de dresser un tableau de signes. Pas de blabla, pas de discussion inutile. C'est toujours plus clair de dresser un tableau de signes. On place 1, 3, 4. Moins l'infini. 1, 3, 4, plus l'infini. Et on y va. Si vous avez besoin d'écrire les signes de x-1, x-4 et x-3, vous pouvez. Bon, vous savez que pour x plus grand que 4, vous avez un signe positif. Et puis ensuite, à chaque fois que l'on passe un de ces nombres, on change de signe. Donc, hop, on a une annulation ici, un signe négatif. Ici, une valeur interdite. Puis ici, un signe positif. Puis ici, une annulation. Et enfin, un signe négatif. Et donc, on voit que G est positive sur l'intervalle 1, 3, fermé en 1, ouvert en 3, réunion avec l'intervalle 4 plus infini, fermé en 4. Donc, conclusion, F est définie sur cet ensemble-là. Donc, 1, 3, union, 4 plus l'infini. Et voilà pour cet exercice. Dans les vidéos suivantes, nous détaillerons, nous étudierons un peu plus de propriétés
de cette opération de composition.